Bonjour, bonsoir les amis, en fonction de l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo. Pour ceux-là qui viennent de me découvrir, je réponds au nom de AD et sur cette chaîne, je fais pas mal de vidéos sur comment devenir bilingue et comment se lancer en tant que freelance. Alors là, nous sommes au week-end et normalement, je suis censé être en train de me reposer et passer un peu de temps avec la famille. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo qui pour mes très chers abonnés, vidéo dans laquelle je vais vous montrer les erreurs les plus fréquentes, les erreurs les plus courantes que commettent certaines personnes lorsqu'elles démarrent en freelancing. Et la vidéo sera une sorte de story time dans laquelle je vais vous expliquer une grosse erreur que personnellement j'ai eu à commettre à mes débuts et mieux je vais vous montrer comment remédier ou comment éviter carrément cette erreur-là. Donc restez jusqu'à la fin les amis et ça démarre tout de suite après le générique. Top, c'est parti. Alors les gars, j'ai démarré en freelancing lorsque j'étais encore à la fac, je crois que j'étais en deuxième ou troisième année et à la base j'ai étudié la traduction en licence. Donc du coup le secteur le plus facile dans lequel je pouvais démarrer c'est la traduction. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Google, notre ami. J'ai fait une recherche très basique, une recherche élémentaire. J'ai tapé agence de traduction à Cotonou, agence de traduction à Douala, agence de traduction à Yaoundé, agence de traduction à Abidjan, agence de traduction à Abuja, à Pretoria, à Johannesburg, etc., etc., etc. Donc, du coup, j'ai eu un répertoire, j'ai eu une très longue liste des cabinets de traduction ou encore des bureaux de traduction, si vous le voulez. Donc, certaines de ces agences-là, elles avaient eu à laisser leurs adresses mail et ou leurs contacts WhatsApp. Donc, du coup, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai pris les adresses mail et les contacts WhatsApp selon le cas. Et puis, je les ai contactés en fait. J'ai envoyé des mails, j'ai envoyé des messages WhatsApp à des dizaines et des dizaines et des dizaines d'agences. Est-ce que toutes les agences m'ont répondu? Bien sûr que non. Des agences qui ont répondu, est-ce que toutes les réponses étaient favorables ou positives? Bien sûr que non. Est-ce que c'était déprimant? Oh là là, bien sûr que oui, c'était super chiant, c'était super, c'était vraiment déprimant en fait. Mais je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour, un fameux jour, je suis tombé fortuitement sur une boîte de traduction qui était basée à Pretoria à l'époque. Et puis bah voilà, c'était même un contact WhatsApp que j'ai eu en fait, donc c'était super simple, c'était assez facile. Je n'avais même pas encore d'ordinateur à l'époque. J'ai pris mon téléphone, j'ai contacté le monsieur. Moi, je suis monsieur Inks, je réponds au nom de la déchaînant Dominique et tout. Je suis étudiant en ceci et ça. J'ai étudié la traduction et je voudrais bien me lancer, ok, dans le domaine en tant que traducteur professionnel, en fait. Et puis, j'ai fait beaucoup de recherches sur Google et puis j'ai découvert que votre agence est l'une des meilleures agences de traduction en Afrique. Alors que c'était même pas forcément vrai, en fait. J'ai juste vu une liste d'agences. Rien n'indiquait laquelle de ces agences-là était la meilleure. Ben voilà, moi, je lui ai juste jeté les fleurs comme ça. Je ne sais pas si c'est ça qui a marché. Je ne sais pas si, enfin, je ne peux vraiment dire ce qui a marché et tout. Mais le monsieur, il a vu mon message et automatiquement, je crois que c'était le même soir, il m'a répondu en fait. Il m'a dit, bah voilà, monsieur Adé, vous êtes à la recherche d'un poste de stagiaire. Mais moi, je ne suis pas en train de recruter de stagiaire actuellement. Voici ce qu'on va faire. Je vous envoie un test de traduction. Dès que vous le passez, que c'est cool, je vous ajoute dans ma base de données. Puis bah voilà, vous devenez un de nos traducteurs freelance avec qui on va travailler dès qu'il y a un nouveau projet. Alors, un ou deux jours plus tard, le monsieur en question m'a recontacté. Il m'a envoyé le projet test et à ma grande surprise, c'était juste une seule page en fait. C'était juste une seule page. Et c'était quoi? C'était un casier judiciaire à traduire du français vers l'anglais. Un casier judiciaire. Je vous ai dit que j'ai étudié la traduction moi, mais tenez-vous tranquille à l'école de traduction, en tout cas dans l'université que j'ai eu à fréquenter, c'est les documents d'antiquité qu'on nous envoie, en fait, les trucs sur l'esclavage, le racisme et tout en fait. Donc c'était la première fois que je suis tombé sur un projet professionnel comme ça, et puis bah voilà, j'y ai mis toute mon âme les gars, toute mon attention était concentrée sur ce projet-là, parce que enfin genre j'y ai travaillé comme si la clé de mon paradis dépendait ok de mon succès à ce test-là. Et lorsque j'ai fini, j'ai soumis ça à un autre ami qui était bien meilleur que moi en anglais à l'époque. Il m'a aidé à parcourir le travail. Et puis, j'ai soumis le travail dans le délai imparti. La réponse du gars, il m'a écrit, je crois, le même jour ou le lendemain. Et sa réponse, je vous laisse deviner. C'était une réponse positive, les gars. C'était une réponse vraiment positive et j'étais super content. Il m'a dit, bah voilà, bienvenue à bord. Dès aujourd'hui, on commence par t'envoyer des projets de traduction. Mais c'est comme ça, on a commencé par bosser comme ça, en fait. Comme ça, juste comme ça. L'erreur que j'ai eu à commettre, c'est quoi? Lorsque
lorsque les projets venaient comme ça, ok, en tant qu'étudiant et tout, euh, je me suis dit qu'il ne servait plus à rien de chercher d'autres clients en fait, ok, parce que bien entendu, ils me payaient bien, les fins du mois étaient très bien arrondies par la grâce de Dieu, bien entendu, et je me suis dit qu'il ne servait plus à rien. Je n'ai même, ça n'a même pas traversé l'esprit une seule seconde en fait, ok. J'ai dormi sur mes lauriers et j'ai arrêté de prospecter en fait. La seule chose que je faisais était de me concentrer, ok, sur la qualité du travail à livrer aux clients. Après 1 ou 2 ans de collaboration avec cette boîte-là, c'était, je crois, l'année au cours de laquelle Covid frappait de plein fouet les entreprises. Je crois que son entreprise, en fait, ses clients ont cessé d'affluer, en fait. Et puis, bah voilà, il n'y a plus de projet. Donc, c'est un peu comme si le robinet qui me servait était coupé. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte que, AD, tu as vraiment merdé, en fait. Ok. Pendant plusieurs et plusieurs mois, tu n'as pas cherché un deuxième, un troisième, un quatrième et ou un cinquième client. Tu t'es juste cramponné sur un client que tu essayais tant bien que mal de desservir correctement, en fait, du mieux que tu peux. Ouais, tu l'as fait très bien, mais bah voilà. Là, maintenant, le client n'est plus là, mais tu deviens quoi? Donc, c'est ça l'erreur que j'ai eu à commettre. Certes, cette erreur n'a pas été fatale pour moi parce que le processus que j'avais suivi pour pouvoir dénicher ce client-là, il était encore dans ma tête. Et puis, comme l'a dit Youssoufa, si tu l'as déjà fait une fois, c'est que tu peux encore le refaire. Donc, du coup, j'ai repris avec le même processus en fait. Et la seconde chose que j'ai eu à faire dans cette même période-là est que je me suis enfermé pendant 2 ou 3 mois. Je suis monté en compétences. J'ai appris 2 nouvelles compétences, en fait, qui étaient plus ou moins en lien avec mon domaine de base. Et au bout de 3 mois, je suis ressorti avec des skills que je pouvais mettre sur le marché de l'emploi, en fait. J'avais également pris du temps pour aiguiser mes techniques de prospection avec le email marketing grâce à un ami qui s'y connaissait très bien. J'ai aussi développé des compétences dans le sens de la prospection sur LinkedIn, en fait. Et ces 2 compétences sont juste des compétences transversales. Elles sont différentes des compétences monétisables que j'ai eu à développer pendant mes 2 ou 3 mois de confinement personnel, en fait, de confinement volontaire, devrais-je dire. Et puis, quand je suis sorti, j'ai repris avec la prospection et les activités ont repris de plus belle. Donc, les gars, voici l'erreur que j'ai eu à commettre à mes débuts et je ne voudrais pas que vous fassiez aussi la même erreur. OK? Mes conseils pour vous seraient d'abord d'avoir un premier client, ok, et puis vous essayez tant bien que mal de satisfaire ce client-là très bien. Vous prenez 2 mois ou 3 mois pour étudier très bien votre client, en fait, sa personnalité et tout, ses préférences, ok, et puis vous mettez en place un système qui vous permet de le satisfaire très bien. Et pendant 2 mois ou 3 mois, normalement, pendant que vous travaillez à fond avec un client, c'est que vous le maîtrisez déjà assez bien, en fait. Maintenant, au bout de ces 2 ou 3 mois-là, vous continuez la prospection et puis vous cherchez un deuxième client. OK? Et en cherchant un deuxième client, qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Le même service, OK, que vous facturiez peut-être à $200. Supposons que vous rédigez des articles et que vous rédigez un article que vous facturez à $200 à votre premier client. Lorsque vous allez continuer la prospection, du moment où vous n'êtes pas à la quête désespérée de clients, vous avez une plus grande marge de manœuvre, en fait. Et puis là, vous pouvez accroître, OK, vos tarifs. Vous comprenez? Vous pouvez par exemple décider de mettre la barre à 280 ou 300 balles, pourquoi pas. Avec le premier client, vous étiez à 200 balles, ok, par article et peut-être bien que vous rédigez 4 ou 5 articles par mois. Puisque vous avez déjà un client, vous n'êtes plus soumis à la pression de l'urgence. Ok, vous pouvez élever vos standards. Donc, au lieu de facturer 200 balles par article ou au lieu, ok, d'être contraint d'accepter 200 balles par article, même si ça vous arrange, vous négociez en fait parce que vous êtes en affaires, vous mettez la barre à 300 balles et puis vous pouvez chuter juste à 280 ou 275 balles par article. Si le nouveau client, il prend, c'est bien. S'il prend pas, tant mieux, vous allez continuer votre prospection. Mais toujours est-il que vous avez déjà un client acquis, en fait, qui vous permet de bien arrondir vos fins du mois. Donc, c'est ça. Et dès que vous signez ce deuxième client-là, vous mettez en place un système qui vous permet de maîtriser, ok, les besoins de ce deuxième client. Vous le satisfaisez très bien du mieux que vous pouvez. Et au bout de 2 ou 3 mois, vous recherchez encore un troisième client. Ainsi de suite, ainsi de suite et ainsi de suite. Et en recherchant le troisième client aussi, vous allez encore élever vos standards. Parce que vous avez déjà un premier client à qui vous facturez 200 balles par article, un deuxième client à qui vous facturez 280 ou 300 balles par article. Donc, le troisième client, maintenant, vous pouvez mettre la barre à 350, voire 400 balles par article, en fait. Donc, les amis, c'est comme ça qu'on grandit en freelancing. Et
quand vous aurez assez grandi, vous vous serez fait un nom, vous allez commencer par investir dans les logiciels de gestion de projet, gestion de temps, gestion d'équipe et tout en fait. Gestion de la communication, gestion des commandes, gestion de la trésorerie et tout en fait. Donc, quand vous investissez dans ces logiciels-là, ça vous permet de gagner en temps. Et puis, il y a également la sous-traitance sur laquelle vous pouvez miser. Vous commencez par dénicher des talents que vous formez à votre manière de travailler, ok, et aux préférences de vos clients. Et puis, vous allez commencer par déléguer un certain nombre de tâches et vous concentrer uniquement sur les tâches qui vous permettent à vous de grandir votre business de freelancing. C'est comme ça que ça marche. Je mets l'emphase sur cette dernière partie de gestion du temps parce que généralement, dans la journée ou bien dans nos journées, nous avons des tâches que nous faisons en fait. Et la vérité est que 80% des tâches que nous faisons nous permettent d'avoir juste 20% des résultats que nous avons. Tandis que 20% des tâches que nous exécutons nous permettent d'avoir 80% des résultats que nous avons. Donc du coup, lorsque vous allez faire vos checklists journalières, ok, vos to-do list journalières, vous allez vous concentrer, vous, sur les 20% de tâches, les 20% d'activités qui vous permettront de générer 80% de profit, de bénéfices, et les 80% de tâches qui vous permettront de générer juste 20% de vos résultats, vous les déléguez à d'autres personnes. Right? Vous les déléguez ou bien vous les gérez lorsque vous avez du temps libre. Donc, voici une stratégie de ouf que vous pouvez mettre en place. Alors, les amis, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si oui, likez, commentez, partagez-la avec des amis et invitez-les à s'abonner à la chaîne afin de ne rater rien des pépites que je suis en train de préparer pour vous. Et vous aussi, activez la cloche de notification. À la prochaine pour une nouvelle pépite, les gars. This is Ave. Peace and see you next time.